Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Visite de la CEDEAO au Mali. Quelle chance pour un dénouement de la crise. C'est le thème central de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, est de nouveau à Bamako. La durée de la prorogation de la transition sera au cœur des discussions. Cette visite s'effectue dans un contexte marqué par des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA depuis le 9 janvier 2022. La communauté ouest-africaine et les autorités du Mali vont-elles s'accorder sur un délai raisonnable? Pour en parler, nos invités au nombre de 3 sont Balan Diakité, politologue-chercheur, professeur Abdul Karim Djamoutene, économiste, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques, Adam Diko, directrice exécutive de l'AGICAD. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce reportage de Abouakrine Agmohamedine Yatara sur le délai de la transition. C'est l'organisation d'une élection présidentielle qui mettra fin à la transition à lieu et place d'une date, affirme Dr Souleymane Dey, président de la commission loi du Conseil national de transition. La transition prend fin avec l'organisation de l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation des serments et la passation des charges au nouveau président élu. Il y a quoi de plus précis que ça? C'est un événement instinctif maintenant qui marque la fin de la transition en lieu et place d'une date. Ces discours de Souleymane Dey créent une confusion et ambiguïté, affirme Ibrahima Tamega, membre du cadre d'échange de partis et regroupements politiques. C'est un événement instinctif qui viendra marquer la fin de la transition. Cet événement peut arriver en 2050. Si on est sous sanction aujourd'hui, c'est que nos autorités de la transition n'ont pas été capables de proposer un délai raisonnable, acceptable par nous tous, d'abord sur le plan intérieur, mais aussi par nos amis. Rappelons que les 18 mois de la transition prennent fin en mars 2022. À ce stade, le Mali et la CEDEAO n'ont pas encore trouvé un délai consensuel pour la prolongation de la transition. Balan Diakité, la première question sera à vous. Pensez-vous que cette visite permettra de décanter la situation? En tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Aujourd'hui, là où nous sommes effectivement dans une situation de guerre des perceptions entre le Mali et la CEDEAO. C'est-à-dire que d'un côté, tout comme de l'autre, les priorités ne sont pas perçues comme telles. Vous avez du côté du Mali qui pense qu'effectivement le Mali ne doit pas aller dans le sens d'une démocratie électoraliste que nous avons vu par le passé, dans la mesure où c'est pas tant cela qui répond aux aspirations profondes des populations, qui aspirent dans leur écrasante majorité à une refondation de l'État, à une nouvelle dynamique politique à l'intérieur du Mali et aussi à une sorte de réforme intégrale des institutions. Donc ça, c'est vraiment le point de vue des Maliens et la perception aujourd'hui qui est mise en avant par les autorités maliennes. Et de l'autre côté, vous avez la CEDEAO qui est toujours attachée effectivement au principe de la démocratie électoraliste, qui appelle à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc c'est là vraiment toute la difficulté, c'est-à-dire que des deux côtés, aucune des deux parties n'arrive à mettre un peu d'eau dans son vin pour rapprocher effectivement les perceptions et permettre effectivement la création d'un cadre de discussion. Mais tout compte fait, au regard de l'évolution de la situation, je ne vous apprends rien à la matière, vous êtes bien informé que moi en tant que journaliste. Il y a de cela quelques temps, le gouvernement du Mali a mis en place un cadre de discussion à l'intérieur du Mali et avec des partenaires de la CEDEAO qui sont engagés au Mali pour justement engager les discussions afin de trouver un terrain d'entente. Donc je pense que cette intervention aujourd'hui des représentants de la CEDEAO, ça va être justement un moyen de voir des deux côtés quelles sont les avancées et quelles sont effectivement les possibilités de rapprochement des positions. Adam Diko, avec la reprise de ce dialogue, pourrait-on dire que les choses sont en train d'évoluer? Alors, dire que les choses sont en train d'évoluer, je pense que c'est pas évident de le dire pour le moment. Et je ne pense pas que le dialogue fut interrompu un moment. Je pense que le dialogue a toujours continué.
pour revenir sur ce que Balan disait, il y a des différents points de vue par rapport à cette situation. La CEDEAO, qui a quand même, il faut le reconnaître, a alerté les autorités maliennes par rapport à la fin de la transition, par rapport au respect des engagements, par rapport au respect du délai. Et le gouvernement malien qui quand même insistait sur l'organisation des assises nationales de la refondation et que ce sont les conclusions de cette assise-là qui pourront déterminer les délais de cette transition. Donc, cette négociation, ou disons, les points de vue n'ont pas pu être convergés ensemble, ce qui a soldé à ces sanctions auxquelles nous subissons aujourd'hui. Je pense que ces sanctions sont regrettables tant pour les États membres de la CEDEAO que pour le Mali et le gouvernement malien, parce que c'était quelque chose qui pouvait être évité, d'ailleurs qui devrait être évité, mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Et quand je dis on, je parle des autorités maliennes, mais aussi des dirigeants de la CEDEAO. Le dialogue de ce jour, ou disons cette mission de médiation de la CEDEAO est décisif aujourd'hui, est décisif pour le Mali et décisif aussi pour la CEDEAO, parce que cette situation a beaucoup duré et ça ne peut plus aller au-delà de ça. Les sanctions commencent vraiment à se faire sentir. Le secteur informel, qui est quand même le plus grand secteur au Mali, commence véritablement à faire face à la dureté de ces sanctions. Je pense qu'il est arrivé un moment où il faut absolument sortir de cette situation et allant vraiment vers un délai réaliste, parce qu'on ne peut quand même pas, je ne suis pas très d'accord avec mon professeur Souleymane Dey qui dit que c'est un événement qui va mettre fin. Tout le monde sait que c'est un événement qui va mettre fin à la transition, mais il faudra quand même situer cet événement-là dans le temps, dans le contexte et aussi en fonction des priorités. Donc le temps est un élément indispensable par rapport à la continuité et même par rapport à la mission qui sera assignée à cette transition. On va venir au temps, à la durée de cette transition, parce qu'on a vu que la CEDEAO a également proposé une durée. Le temps de faire réagir professeur Djamouteni. Quelle analyse faites-vous de l'évolution de cette situation entre le Mali et la CEDEAO du début jusqu'à aujourd'hui? Ok, merci, bonsoir tout le monde, à vous et aux différents téléspectateurs. Je crois que nous sommes sur une bonne pente. Nous sommes sur une bonne pente parce que ça a commencé par un affrontement entre les deux. Et donc, il a fallu d'abord que les deux parties se mesurent un peu les forces. Je crois qu'ils ont tous compris qu'il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants dans cette affaire. Et que donc, après l'affrontement, chacun connaissant les forces des uns et des autres, donc du coup, la négociation devient facile. Et je crois que aujourd'hui, même quand vous regardez un peu au début de la crise, les différents discours belliqueux, n'est-ce pas, de part et d'autre, la teneur du discours a complètement changé. Qu'on soit du côté de la CEDEAO, tout comme des autorités maliennes, on voit que chacun en appelle à la négociation, à la négociation, à la négociation. Et donc, il n'y a pas de... Moi, j'ai fort espoir que cette visite-là, c'est une visite pour une sortie de crise. Parce que quand on est engagé dans un véritable duel, à un moment donné, il faut réfléchir comment y sortir pour que chacun puisse sortir grandi. Et je crois que c'est cette manière-là que la CEDEAO, par le truchement, vous voyez beaucoup... Quand on regarde aujourd'hui la venue, il y a la CEDEAO qui a agi, il y a l'Union africaine qui s'est impliquée, il y a les Nations unies qui se sont impliquées. Et donc, du coup, vous voyez que c'est presque, si je peux me permettre, c'est comme si c'était un peu une mise en commun de différentes initiatives et que ces initiatives devraient venir un peu accoucher au Mali. Donc, pour ma part, moi, je suis très optimiste. Et maintenant, je reviens par rapport à ce que le docteur Souleymane Dey a évoqué tout à l'heure. Il n'a rien dit de mauvais, au fait. Parce qu'au fait, dans un jeu, ce que les gens doivent comprendre, c'est que chacun essaie de sortir de manière honorable dans le cas d'une crise. Parce qu'ils ont dit, nous, la transition, elle peut durer, elle peut prendre le temps qu'elle va prendre. OK. Maintenant, on ne veut pas. Donc, si ils ne refusaient pas la charte de la transition, pour mettre là-dedans, pour dire de 6 mois à 5 ans, que si la CEDEAO venait et leur imposait une date, c'est comme s'ils avaient pris, ils avaient, comment on dit ça, été obligés par la CEDEAO d'accepter. Donc, du coup, le fait de mettre ça, tout le monde sait qu'en politique, c'est la politique. Donc, pour moi, on est sous la même longueur d'onde. Hein. Et puis, quand vous regardez, quand la CEDEAO propose environ, je crois, 12 mois, et maintenant, l'Union africaine, 16 mois en s'alignant derrière l'Algérie, bon, pour moi, j'ai fort espoir qu'on est à la fin, quoi.
on est à la fin. Parce que donc, autrement dit, c'est le dialogue de dernière chance que pour le Mali, que pour la communauté internationale. De mon point de vue, parce que même il y a un élément nouveau qui est venu, un peu mettre de l'eau. Non, c'est que c'est quoi? C'est le cas du Burkina. Quand la commission qui a été mise en place au Burkina propose 2 ans et demi. Donc déjà, c'est comme si on fauche l'herbe sous les pieds des autorités d'ici, même qui voudraient aller loin. Parce que d'abord, quand vous voulez mener une lutte, il faut tenir compte de l'environnement, du contexte global. Vous comprenez? Et donc déjà, si déjà au Burkina, une commission qui a été mise en place propose 2 ans et demi, or ici déjà 18 mois épuisés, et donc vous voyez que ça rend un peu le jeu compliqué. Mais ce qui est certain, tous les analystes ont compris sur le plan social et économique de part et d'autre que ça ne va dans aucun pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, ça ne va dans aucun pays. Et donc cette affaire, il faut qu'on sorte là-dedans. Parce que le Mali ne peut pas sortir de la CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas aller sans le Mali. Donc pourquoi traîner? Parce qu'à l'issue, c'est une perte de croissance, c'est une perte de richesse. Et bon, voilà, on s'affaiblit tous. Balan Diakité, à ce stade, quelles sont les différentes propositions sur la table? Alors, les propositions, c'est les propositions avec lesquelles le médiateur de la CEDEAO arrive. C'est 2 propositions, un plan A avec une proposition de 12 mois et un plan B avec une proposition de 16 mois. Voilà. Donc, on espère que les autorités maliennes vont quand même trouver les moyens pour trouver un délai quand même acceptable entre ces 2 fourchettes. Donc, ce sont là les propositions qui sont faites par la CEDEAO. Du côté malien, comme vous le savez, nous sommes toujours avec la vieille proposition qui a été faite il y a de cela quelques mois, c'est-à-dire partir avec la fourchette qui a été donnée par les assises nationales, les assises de la refondation nationale, qui proposaient entre 6 et 5 ans. Donc par la suite, les autorités maliennes sont revenues à 4 ans. Donc selon les dernières informations, c'est la proposition qui est maintenue par le Mali. Mais quoi qu'il en soit, une négociation, c'est toujours une concession. Il faut souvent accepter de faire des concessions. C'est vrai que la transition, on attend beaucoup de cette transition parce que nous sommes à un tournant décisif dans l'histoire du Mali. On a connu beaucoup de coups d'État dans notre pays. Aujourd'hui, il est important que l'on mette en place vraiment des institutions fortes qui vont faire en sorte que même si, pour parler comme l'ancien président ghanéen, même si le diable venait à gouverner au Mali, qu'il puisse effectivement se conduire selon les normes qui sont imposées par les institutions. Donc je pense que c'est là le véritable travail et la véritable attente des Maliens vis-à-vis de cette transition. Donc la transition, à mon avis, dès le début, on aurait pu gagner du temps, mais comme j'ai eu à le dire auparavant, la transition n'a pas été vraiment méthodique dans sa démarche. Dès le départ, il fallait dire ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, et dans quel délai on pouvait le faire, dans quel délai on ne pouvait pas le faire. Et à mon avis, les priorités essentielles qui sont attendues de cette transition, ça doit être essentiellement 3 grandes priorités. La première, ce serait de conduire les réformes politiques et institutionnelles. La deuxième, ce serait de sécuriser le territoire national. Et le troisième objectif principal, ça doit être l'organisation des élections crédibles et transparentes, parce qu'une transition n'a pas vocation à s'éterniser. Donc voilà, en fait, à mon avis, les 3 grandes priorités. Et dès le début, si on s'était engagé vraiment dans la réalisation de ces 3 grandes priorités, je pense qu'on aurait gagné du temps et on n'en serait pas là aujourd'hui. Madame Diko, vous venez d'écouter Balan Diakité, 2 propositions avec la CEDEAO en venant ici. Il y a également la proposition faite par les autorités de la transition. Quelles sont les possibilités aujourd'hui de concilier les différentes positions? Alors, je crois qu'on connaît un peu les différentes propositions de la CEDEAO, de l'Union africaine. Mais en réalité, on ne connaît pas d'abord les propositions concrètes des autorités. En fait, il y a eu des premières propositions qui ont été faites, qu'on a appris après le sommet de la CEDEAO. Mais il y a un comité technique qui a été mis en place. Et ce comité technique s'est réuni. Maintenant, on ne sait pas sur quel délai nous sommes en train d'aller. Tantôt, on parle de 24 mois, de 2 ans. Tantôt, on parle de 3 ans. Tantôt, on parle de 4 ans. Mais officiellement, on ne connaît pas la position du gouvernement malien par rapport au délai. Ce flou que les autorités de la transition sont en train de faire par rapport à ce délai-là peut cacher quoi? Ça peut apporter quoi? Alors, je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir qu'est-ce que ça cache, mais je pense que ce qui est important, c'est que le délai doit être consensuel.
au niveau national. Parce que sinon, on va donner l'impression à la CEDEAO de nous imposer un agenda, de nous imposer un délai. Moi, je pense que le délai qu'on doit proposer, ça doit être un délai réaliste et ça doit être un délai qui part sur la base des priorités de la transition. Encore une fois, le plus important, ce n'est pas le délai. Le plus important, c'est les tâches qui sont confiées à l'équipe de la transition. Il ne faut pas surcharger la transition. Je pense que depuis le début, on l'a dit qu'une transition ne peut pas régler tous les problèmes et quand l'espoir est grand, très souvent la déception devient totale. Donc on a dit depuis le début qu'il faut circonscrire les missions de la transition. Je pense qu'on est dans un tournoi où on doit encore revenir à ces bases-là, circonscrire les missions de la transition, les priorités de la transition, notamment les 3 axes que Balan vient d'identifier, et en fonction de ça, aller sur un délai. Et ne pas aller sur un délai pour dire on va aller négocier, parce que pour moi, on propose un délai avec des aspects techniques où on sait qu'on a véritablement besoin de ça, compte tenu de nos ressources, compte tenu de notre contexte sécuritaire, de notre contexte politique, de notre contexte social. Voici ce que nous pouvons faire dans ce temps. Mais et non pas juste prendre un délai et attendre de l'autre côté qu'il y ait une proposition. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il faut une large consensus au niveau malien pour s'accorder sur un délai. Mais ce délai doit aller en fonction des priorités des missions qui sont assignées à cette nouvelle transition, parce que c'est une nouvelle transition qui s'ouvre. Professeur Djamoutene, 12 à 16 mois pour la CEDEAO et l'UEMOA. Du côté des autorités maliennes, on plaide jusqu'à 5 ans selon les conclusions des assises nationales de la refondation. Quel pourrait être donc ce délai raisonnable? Moi, je me dis, je ne vois pas au-delà de 2 ans. Au fait, est-ce qu'en 2 ans, la transition pourra mettre suffisamment les jalons nécessaires pour qu'il y ait un ordre constitutionnel rapidement? Bien sûr, même en 1 an, on peut le faire. Tout est une question de volonté. Vous savez, on va pas. Il faut que les acteurs, en 18 mois, on a fait quoi? Donc, ce n'est pas ça, c'est la volonté. Quand vous avez la volonté, le second élément, c'est là. Il faut avoir la méthode. Il faut avoir une méthode de travail. Asseyons, nous discutons. Vous savez, et tout ce bruit-là, pour moi, je peux accepter 5 ans, je peux accepter 10 ans. Mais faudrait-il que ce soit justifié? À supposer que le pays était entièrement occupé et que le diagnostic de l'armée est connu de tous et que, à l'issue d'une étude technique, on se rend compte qu'il faut 5 ans pour que l'armée soit remise, il faut temps pour libérer. Vous trouvez quel malin qui va dire on n'est pas d'accord? Personne. Mais il ne s'agit pas de venir pour dire oui, je veux tel est pour, tel est contre. Ce n'est pas ça. Mais quand le délai de 6 mois à 5 ans est sorti lors des assises nationales également. Je me dis ce sont des Maliens qui se sont rassemblés pour donner ce délai-là également. Oui, ils se sont rassemblés. Mais ils n'ont pas dit quelle était la position majoritaire. Ils ont dit 6 mois à 5 ans. Il y en a qui ont proposé à l'intermédiaire. Oui. On va se référer seulement à ce qu'ils ont dit, 6 mois et 5 ans. Vous comprenez? Ils n'ont pas dit quelle est la position majoritaire qui s'est dégagée. Mais pour moi, le problème n'est pas à ce niveau, en fait. Pour moi, nous sommes conscients qu'il faut éviter les mêmes erreurs, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il faut s'assurer que nous ayons un processus qui conduise à des élections crédibles dont les résultats seront acceptés de tous. Il faut s'assurer que le système judiciaire, qu'elle l'appelait bien de ce pays-là, au moins qu'il y ait un minimum de solutions d'abord qu'on a aux élections. Il y a un certain nombre d'éléments et autour desquels on pourrait travailler. Vous comprenez? Et donc pour moi, si nous nous asseyons techniquement, on pourrait voir, vu l'état de la situation, on pourrait voir quel est le délai qu'il faut pour boucler chaque niveau et aller aux élections. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du flou. Au fait, ce n'est pas une question de flou, c'est une stratégie de négociation. C'est-à-dire que toute la posture aujourd'hui adoptée par les autorités actuelles s'inscrit dans le cadre d'une stratégie logique de négociation. Vous comprenez? Ils ont dit 5 ans. La CEDEAO vient donc voudrait. C'est comme quand on veut le prophète, on cherche Dieu. On veut le prophète, on cherche Dieu. On n'aura pas Dieu, on aura le prophète entre les mains. Donc du coup, ils attendent. Ils vont proposer au-delà de ces 16 mois, c'est certain. Mais à l'issue, si on arrêtait les 12 mois ou les 16 mois, ils diront, vous voyez, nous avons concédé, nous aimons notre pays, nous aimons la CEDEAO, nous avions proposé au-delà, mais pour l'unité, pour l'intérêt de tous, nous avons accepté votre 12 mois, nous avons accepté votre 16 mois, ainsi de suite. Je crois que ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de négociation. Vous avez dit au fait qu'au début,
ils aurions pu nous éviter ça en proposant une date. Non. Parce qu'au début, il n'y avait pas de schéma clair. Non, pas en proposant une date, mais en essayant de mettre en évidence un certain nombre de priorités. Non, j'arrive, je viens. Voilà. Au fait, mais pas une date. Non, j'arrive. Au fait, rien n'était clair au début. C'était presque la cacophonie, on ne savait même pas qui était qui. Mais c'est ça le manque de méthode, en fait. Non, j'arrive. Quand tout n'est pas clair, là où, en fait, l'homme d'État, il va se différencier des autres, c'est sa capacité, effectivement, à se placer au-dessus de la mêlée et à faire sortir, justement, un plan d'action qui va, en fait, orienter le pays vers la voie du salut. Et c'est ce qui a manqué. On a vu depuis le début jusqu'à aujourd'hui, la transition, les autorités de la transition ont fait des erreurs, ils ont fait des tâtonnements et par la suite, on a essayé de redresser la transition. C'est pas moi qui le dis. Non, on a parlé dans ce pays de redressement de la transition. Je ne suis pas en train de m'opposer à vous. Non. Ouais. Au fait, moi, je suis quelqu'un... D'abord, avant de dire il faut poser le diagnostic. Le coup d'État est venu comment? Ce sont des gens pas organisés qui sont venus, qui ont... Vous savez, l'État, c'est une super structure. Il faut avoir une certaine connaissance de détail, une certaine méthode. Là, quand on vient, ce que vous dites, c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans une certaine prévision, n'est-ce pas, qui vient, qui déprime. Maintenant, vous savez comment le coup d'État a eu lieu. Il fallait même qu'eux-mêmes prennent le temps d'abord s'organiser, savoir qui est qui, ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est ces deux ordres-là qui nous a conduit à ça. Je suis entièrement d'avis avec vous que quelqu'un, si c'était quelqu'un qui avait bien préparé, il serait venu automatiquement, il aurait déplié son plan, et donc, du coup, on l'aurait suivi sur la base de ça ou non. Maintenant que chacun allait se balader, même au début, même cette guerre avec la CEDEAO, parce que nous pensions, certains avaient des idées, vous comprenez? À l'issue du combat maintenant, chacun a connu sa position. Et c'est à partir de maintenant que vous allez voir les propositions auxquelles vous faites allusion viendront maintenant de manière cohérente. Je suis entièrement d'avis qu'on pouvait... Mais ce n'est pas ces acteurs-là qui pouvaient depuis le début. On a perdu du temps. On est d'accord. On a été sanctionné. On est d'accord. Effectivement, parce que là, si on savait dès le début sur le si on savait. Mais oui. Les acteurs tels qu'ils sont venus, moi je suis en train de dire qu'ils ne pouvaient pas. Ces acteurs tels qu'ils sont venus, ils ne pouvaient pas. On sait comment le pouvoir... Pour moi, ils pouvaient le faire. Je pense qu'après un coup d'État, quand même, après un coup d'État, il y avait un plan d'action en tête quand même, professeur. Tu ne peux pas mener la politique dont tu n'as pas les moyens. Il faut mener la politique dont on a les moyens de faire. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, tout le monde sait que le Mali était dans une crise sécuritaire vraiment totale. Et donc, la priorité des priorités, s'il ne s'agit pas d'être... Voilà, c'était la sécurité. Voilà, ça c'est la première des choses. Après la sécurité, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde aspire à une refondation du Mali. Et donc, ça aussi, c'est une priorité. Donc, ensuite, troisièmement, on sait qu'une transition ne va pas s'éterniser. À un moment donné, il faut faire des élections. Même si vous faites 10 ans, après, vous allez faire des élections. Donc, il faut créer les conditions qui vont permettre l'organisation de ces élections. Je pense que c'est... Franchement, on pouvait trouver les moyens. Et je fais partie de ceux-là qui avaient participé à un colloque à l'époque, décembre 2020. Un colloque qui a été organisé par CERM avec la collaboration de Friedrich Ebert. Je faisais partie de ceux qui ont proposé, dès le début de la transition, ces 3 axes d'intervention. Et le jour où le Premier ministre Mokhtar Ouane a présenté son plan d'action, dans ce même studio, j'ai été appelé par Mamadou Touré, votre collègue, et nous en avons débattu. Nous avons dit que c'est un plan d'action trop ambitieux pour être réalisable dans le laps de temps que nous avions. Donc, depuis le départ, en fait, on a eu des ambitions trop vagues par rapport à nos moyens. C'est ce que j'ai dit. On a manqué de méthode dans cette transition et aujourd'hui, nous sommes en train de payer cela. Voilà. Pensez-vous, Adam Dicko, qu'on a manqué de méthode également dans cette transition dès le début? Oui, effectivement, depuis le début, on l'a alerté et je pense que vouloir présenter la chose comme si c'était normal, je ne suis pas d'accord parce que ce n'était pas du tout normal. Je me rappelle au début de cette transition, il y a eu beaucoup de colloques, il y a eu beaucoup de forats où il y avait des propositions où on alertait la société civile à continuer d'alerter pour attirer l'attention par rapport à la nécessité d'aller vers des réformes profondes, attirer l'attention par rapport à la sécurisation du territoire et aussi par rapport à l'organisation des élections. Donc, à chaque fois, on avait des plans robustes où on voulait gérer tous les problèmes de tout le monde en même temps. Et on l'a toujours dit, ce n'était pas possible. Une transition n'a pas vocation à pouvoir gérer tous les problèmes. Ce n'est pas possible. De 1, on manque de temps. De 2, on manque de ressources. De 3, on manque des personnes compétentes, au fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont dedans, ce ne sont pas des personnes qui viennent souvent avec une vision claire de ce qu'ils veulent faire. Donc, on l'a dit depuis le début. Maintenant, c'était à ces personnes-là de trouver des solutions. C'était à ces personnes-là d'écouter. Mais aujourd'hui, on a fait 18 mois. Si on doit dresser le bilan de la transition, ça va être quoi? Et il faudra éviter les mêmes erreurs. Il faudra éviter les mêmes erreurs. Voilà pourquoi j'insiste sur les priorités
de la transition. Les missions doivent être clairement définies. Le PAG qui a été présenté, tout le monde sait que ça, c'est un PAG ambitieux, au fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser. Le PAG, programme d'action gouvernementale. On ne peut pas le réaliser en 18 mois. On ne pouvait pas le réaliser en 9 mois. Tout le monde savait que c'était... On se voile la face. Au fait, tout le monde dit oui, c'est ambitieux, c'est très bien. Mais ce n'est pas possible dans le temps. Aujourd'hui, il faut identifier, il faut recentrer cette transition sur les 3 axes, travailler pour l'atteinte des objectifs de ces 3 axes-là et sortir de cette situation. Une transition n'a pas vocation à s'éterniser. Il faudra qu'on le comprenne et que des personnes qui dirigent cette transition ont la responsabilité de conduire cela et d'avoir une vision et une méthodologie claire. Professeur Djamoutene, oui. Je pense que vous dites la même chose, mais différemment. Oui, mais j'ai l'impression que je pense que moi, non. En fait, non. Parce que vous dites la même chose, mais différemment. Peut-être on n'a pas la même méthode d'analyse, la même approche d'analyse. Au fait, vous, ce que vous dites... Analysez et puis on va clore ce chapitre-là. C'est ce qui aurait dû être. Mais quand vous avez en face de vous un acteur qui n'est pas mature, un acteur qui n'est pas à la hauteur, vous ne pouvez pas exiger de cet acteur-là qui réfléchisse comme vous. Moi, c'est dans ce sens que j'ai réagi. J'ai dit, ils sont venus, moi, depuis le coup d'État eu lieu, j'ai participé à l'ensemble des processus. L'achat des transitions, lorsqu'elle était élaborée, j'étais là-bas, à l'ensemble. Mais je vais taire ça. Pour dire que chaque fois que nous y participions, on est frustrés souvent par le comportement des acteurs. Donc, du coup, ce n'est pas ces acteurs-là. Il aurait fallu d'abord qu'ils mesurent leur force réelle, qu'ils sachent toute l'ampleur des défis qui les attendent, et qu'aujourd'hui, quand ils vont faire sortir quelque chose aujourd'hui, ce serait beaucoup plus lisible comme tu t'y attends. Je ne me suis pas opposé au fait que non, j'aurais aimé que depuis le jour du coup d'État, qu'ils nous déclinent le plan d'action. Mais qui fait ça en général? C'est celui-là qui a pris le temps de bien planifier son coup d'État, qui a une certaine vision, qui est inscrite dans une certaine logique. Quand il vient, il déblaye. Mais quelqu'un, vous voyez, avant qu'il ne tombe, il y avait le M5 qui était là, le M5 s'était hétéroclite par-ci par-là. Après, d'autres personnes sont venues récupérer, eux-mêmes croyant qu'ils peuvent chasser l'ancienne classe politique. Donc, dans cette cacophonie, il était difficile. Après, on affronte la CEDEAO. C'est pourquoi j'ai dit simplement, c'est-à-dire que tout cela, ne regrettons pas. Ce qui est fondamental, c'est qu'à l'issue maintenant, si nous devons prendre une décision maintenant, que ce soit une décision salutaire pour le Mali, c'est-à-dire une échéance... Bien sûr, c'est ce que je veux qu'on dise simplement. Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris. Au début, même avec la guerre, avec la CEDEAO, certains pensaient, ils avaient d'autres idées. Mais aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'en est-il. La CEDEAO aussi minimisait le Mali. Mais aujourd'hui, la CEDEAO a compris réellement que désormais, je suis sûr que même s'il y a un coup d'État, la sanction qui a été prise à l'endroit du Mali, la CEDEAO ne aurait plus prendre ça à l'endroit d'un autre pays. Donc, du coup, nous avons tous grandi. Maintenant, essayons de parler Mali. Et je crois que la mission qui est arrivée va travailler dans ces cadres-là. Ces gens-là, je suis sûr qu'ils ont travaillé sur une proposition, mais de mon point de vue, moi, je ne vois pas une transition qui aille au-delà de 2 ans. Je vous prends au mot, en parlant de cacophonie, certains partis politiques également dénoncent leur exclusion du processus de discussion avec la CEDEAO. Est-ce que cela pourrait entacher les négociations? De mon point de vue, non. Pour moi même, c'est presque un atout pour les négociations. Parce que lorsqu'il y a absence de consensus, ça amène les différentes parties prenantes à mettre de l'eau dans leur vin. Parce que je suis sûr que à l'issue du coup d'État, second, ou je ne sais pas comment vous allez appeler, s'il y avait un consensus, peut-être qu'on serait allé au-delà de 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Mais le fait qu'il y a des acteurs, n'est-ce pas, des points de vue divergents à l'intérieur du pays, et donc ça va amener d'autres acteurs à être beaucoup plus raisonnables. Pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Et j'essaie de me faire monter un peu les enchères. Mais lorsque la CEDEAO, à l'issue de la mission de la CEDEAO aussi, ils arrivent à trouver un terrain d'entente, ils vont entrer l'âge de guerre. Et donc, du coup, les Maliens vont s'inscrire dans une démarche qui puisse leur permettre de sortir, d'organiser de meilleures élections et de permettre à ce que le pays vraiment redevienne debout. Adam Dicko, est-ce qu'à ce stade, on peut craindre des échecs par rapport à cette discussion-là déjà? Goodluck est là pour 24 heures pour certains, d'autres disent 48 heures. Est-ce qu'on peut craindre? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est arrivé à un niveau où chacun est fatigué, au fait. Le Mali est fatigué de cette situation, la CEDEAO est fatiguée. Je pense que même Goodluck, lui, il est un peu fatigué de ses allers-retours. Je suis optimiste comme professeur pour dire que ces négociations vont aboutir parce que je l'ai dit, pour moi, c'est décisif. C'est décisif pour le Mali, c'est décisif aussi pour la survie de la CEDEAO. Les sanctions contre le Mali ont apporté un coup dur à la CEDEAO, à l'institution elle-même. Donc, trouver un terrain d'entente
ça ne pourrait être que salutaire et pour le Mali et pour la CEDEAO, parce que c'est des choses qui vont peser dans les négociations avec les autres pays, notamment la Guinée qui n'a pas encore fixé des dates, et aussi le Burkina qui est rentré dans la danse des pays non démocratiques pour le moment. Donc du coup, je pense que cette mission va réussir. Je ne dis pas qu'à l'issue de la mission d'aujourd'hui, qu'ils sortiront pour faire une déclaration pour dire que désormais le délai de la transition va aller à cette période, mais je suis sûre que les jours à venir vont quand même être plus clairs par rapport au délai. Mais encore une fois, il faudra aussi tirer les leçons du passé. Ne pas uniquement se focaliser sur un délai ou prendre un délai comme un délai de la CEDEAO. Je ne suis pas très d'accord avec le professeur quand il dit que quel que soit le délai que les autorités vont choisir, on dira que on aime le pays et on a cédé à la pression ou à la proposition de la CEDEAO. Je pense que ça pourrait être dangereux parce qu'on pourra aussi dire à l'issue de ces 12 mois ou de ces 16 mois pour dire on n'a pas pu tenir les élections parce qu'en réalité, depuis le départ, on n'était pas d'accord avec ces délais-là. C'était plus une proposition de la CEDEAO et on l'a accepté comme ça. Je pense qu'il est important que les autorités de la transition aient un délai raisonnable, réaliste et surtout basé sur des faits concrets. Au fait, vraiment, voici les missions qu'on assigne à la transition, voici nos priorités et compte tenu de nos ressources, compte tenu des défis auxquels nous faisons face, nous pensons que ces délais pourront nous permettre d'y réaliser. Je vois que vous n'êtes pas d'accord avec ce que Adam vient de dire, mais vous aurez la parole après, juste le temps de faire réagir Balan Diakité. Balan, je reviens avec la même question. En cas d'échec, cette situation pourrait durer combien de temps encore? Il ne faut pas espérer que ça va être un échec. Ça, c'est la première des choses. Parce que nous ne sommes pas dans les secrets des choses. Si. Mais en plus de cela, parce que la CEDEAO n'a pas atteint en fait la limite de ces sanctions possibles. En fait. Wow. Jusqu'ici, les sanctions de la CEDEAO, ce sont des sanctions qui peuvent être appliquées de manière graduelle ou bien de manière globale en fait. C'est ce qui est prévu dans le texte qui fait acte de régime des sanctions de la CEDEAO, lequel texte a été acté à Abuja les 16 et 17 février 2012, dont le Mali a ratifié, dont le Mali a signé, à travers notamment son représentant, Monsieur le ministre Badra Aliou Makalou, à l'époque, qui était ministre des Maliens de l'étranger et de l'intégration africaine. Donc, ce sont des sanctions, en fait, qui n'ont pas atteint leurs limites. Et au-delà même de cela, des sanctions que nous connaissons aujourd'hui... Donc, on peut avoir d'autres sanctions plus lourdes que ça. Plus lourdes que ça. Les différents pays membres de la CEDEAO peuvent décider du jour au lendemain de retirer tous leurs ambassades du Mali. Ça, c'est un. De deux, ils peuvent décider de ne plus reconnaître le gouvernement du Mali. Donc, on sera en fait isolé. Et de trois, ils peuvent encore réinstaurer l'ordre constitutionnel normal par l'usage de la force. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont prévues déjà dans les textes de la CEDEAO que le Mali même a signé il y a de cela quelques années. Donc, il ne faut pas espérer cela parce que c'est quelque chose qui pourrait aboutir encore à une complication des situations, à une sorte d'escalade des tensions dont personne ne maîtrise finalement les dynamiques auxquelles ça va aboutir. Donc à mon avis, aujourd'hui, je pense que comme les autres l'ont dit, toutes les conditions sont réunies pour qu'on aille effectivement vers une désescalade des tensions, puisque des deux côtés, chaque partie est essoufflée. On veut vraiment que le peuple soit épargné des difficultés dont il vit déjà depuis 2012 à travers l'insécurité, à travers d'autres crises que le Mali connaît, les crises économiques. Donc aujourd'hui, les deux parties doivent essayer de sortir de leur bulle et voir le quotidien du peuple ou des populations maliennes qui, depuis 2012, ne cessent de vivre des situations difficiles, quoi. Professeur Diamantene, est-ce que le Mali a suffisamment de ressources pour tenir encore face à ces sanctions-là? Suffisamment de ressources. Bon, ok, je vais rebondir sur un aspect que... Ça, je savais tout à l'heure comment vous alliez commencer par là. J'ai dit, c'était à la suite d'une question, j'ai dit que la posture adoptée par les autorités de la transition, cette posture est une stratégie de négociation. Donc c'est ce qui les empêche aujourd'hui de fixer la date avant l'arrivée de la CEDEAO. Et donc du coup, même s'ils devaient prendre une proposition de la CEDEAO, ils diraient
nous pouvions aller jusqu'à 5 ans. Donc, on a fait des concessions et prendre pour vous pour sortir une porte de sortie. Donc, je n'ai pas dit que non, etc. Non. Maintenant, par rapport aux sanctions, je crois qu'actuellement, l'état des sanctions, la CEDEAO peut parler au-delà aujourd'hui, parce que vu la situation, les effets collatéraux actuellement de ces sanctions-là, la CEDEAO ne peut pas prendre une sanction qui aille au-delà de ça. Et d'ailleurs même, j'arrive. Nous sommes dans le cadre d'une analyse. Nous sommes dans le cadre d'une analyse où chacun, à la lecture de ce qu'on a vu, n'est-ce pas, on tente de se prononcer. Aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui dans tous les pays, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et aujourd'hui, même quand vous parlez de forces en attente, faire la guerre, vous connaissez les conséquences de la guerre. La guerre, ce sont les réfugiés, ce sont les morts, c'est beaucoup d'autres choses. Une zone, déjà, ça ne va pas. Et puis, dans le cadre de la CEDEAO, c'est-à-dire nous voulons une certaine intégration complète. Donc, du coup, faire la guerre à un autre pays compromet un peu les atteintes de cet objectif-là. Et donc, du coup, je ne crois pas qu'on va y aller, qu'on va arriver à ce niveau. Mais on est à un certain niveau où les gens ont compris. De part et d'autre, la CEDEAO a compris. Ici, on a compris que nous devons aller ensemble. C'est un couple, madame et monsieur, se sont affrontés à un moment donné, il faut faire la paix. Je crois que nous sommes en train de faire la paix. Par qui on va passer, c'est ce que... Maintenant, est-ce qu'on a les ressources? Personne n'a les ressources actuellement de maintenir. Le Mali, dans cette configuration actuelle, vous savez, quand on fait le gel des avoirs de l'État, on prive l'État de ses moyens. L'État, il y a deux principaux instruments à travers lesquels l'État agit. C'est la politique budgétaire, c'est la politique monétaire. C'est-à-dire que vous avez deux leviers, c'est comme vous êtes handicapé, vous avez deux béquilles avec lesquelles vous devez marcher. On vous a lâché. Donc, ça devient difficile. Donc, du coup, personne... Le Mali, on a su résister parce que, sûrement, mes lectures me font comprendre que les autorités avaient anticipé sur la crise. C'est fort important. C'est pourquoi, parce que de part et d'autre, ils savaient que la crise viendrait. Et donc, ils ont pris des dispositions. La CEDEAO aussi savait que ces gens... Donc, ils avaient pris des dispositions. Donc, du coup, c'est pourquoi ceux qui ont pronostiqué une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, le Mali ne peut pas tenir, n'est-ce pas, ont raté le coach. Mais dans cette situation, toutes choses égales à pareille, si on ne change pas, le Mali n'a pas de sa propre monnaie, sa propre banque centrale et autres choses, on ne peut pas continuer à perdurer dans cette crise-là. Mais si on devait encore aller en combat, je vous dis qu'on peut trouver des solutions pour survivre, même 100 ans. Oui. Non. Si on devait aller, on peut trouver des solutions pour survivre même 100 ans. Devant n'importe quel expert, on peut en discuter. Vous savez, actuellement... Comment ça on peut survivre? On peut se baser sur quoi pour encore tenir 100 ans encore? Oui, mais le problème c'est quoi? Quand il dit, au fait, il y a des relations bilatérales, nous sommes dans... Sachant que les textes de la CEDEAO dont Balan vient de parler peuvent alourdir davantage les sanctions contre le Mali. Au fait, c'est-à-dire nous voulons aller ensemble. Parce que nous savons que dans ce marché commun-là, chacun a un meilleur être supérieur dans la posture où il est presque seul. Les pays sont interdépendants. Bien sûr. Mais même si le Mali quittait la CEDEAO, vous comprenez? Quittait cette CEDEAO-là, le Mali sera voisin à la Guinée. Le Mali sera voisin au Burkina. Le Mali aura toujours accès au port de la Côte d'Ivoire. Le Mali aura... Mais, donc, il faut que les gens voient ça. C'est-à-dire que le Mali ne va pas disparaître de cet espace-là. Et les autres pays, même à supposer que les autres pays soient un ensemble et que nous ne sommes pas un ensemble, cet ensemble-là peut commercer avec le Mali. Mais pour le moment, c'est un gouvernement légitime qui peut décider que le Mali puisse sortir de cette CEDEAO-là. Et on n'est pas dans, dans cet état de figure. Récemment, au niveau de l'université, les juristes étaient là. C'est-à-dire, la situation, même quand vous demandez d'autres juristes, experts, etc., c'est pourquoi vous allez dans les débats, ils vous parlent d'illégalité, illégitimité. Bon, ça, je ne rentre pas dedans parce que je suis pas un spécialiste des questions de droit. Ça, ce débat est trop confus. Mais je vous dis simplement, nous avons intérêt à ce qu'il y ait la paix actuellement, parce que quand on a la paix, d'abord, l'espace CEDEAO, c'est un marché commun. Ça veut dire que quand je suis dans l'espace CEDEAO, quand vous voyagez comme ça, Mali, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, etc., même en matière d'échange d'argent, vous n'avez pas assez d'efforts à faire. Donc, du coup, il y a une certaine facilitation des transactions, des échanges, etc. Donc, il y a un atout terrible qu'on ne voudrait pas perdre. Mais à défaut, si on nous accule, je vous dis que nous avons aussi l'intelligence de survivre. Mais personne n'a intérêt à ce qu'on aille à ce niveau-là. C'est ce que je voudrais dire. Adam Dicko, comment alors accorder les points de vue? Alors, je reviens encore là-dessus, sur les négociations, les termes de négociation. Je pense qu'on doit avoir notre délai.
basé sur nos priorités, sur la mission, les objectifs qu'on veut atteindre, et non pas aller sur un délai proposé par la CEDEAO ou par l'Union africaine. Parce que là, ça va amener d'autres problèmes où on dira qu'on nous a imposé un délai et qu'on a dû accepter, mais en réalité, on avait notre délai. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'il ne faudra pas que cette fois-ci encore qu'on accuse le Mali de ne pas respecter ses engagements. Donc, il faut que les engagements que nous allons prendre, ça soit vraiment des engagements sincères vis-à-vis de nous-mêmes pour que nous puissions véritablement les respecter et ne pas être encore une fois dans l'histoire, être taxé de celui-là ou de ceux-là qui ne respectent pas leurs engagements. Ça, c'est un. Alors, par rapport à la question, je pense que, en fait, je reste très optimiste pour la situation. Je me dis, on est arrivé à un niveau où on va trouver un terrain d'entente. Le Mali et la CEDEAO, d'ailleurs, le Mali fait partie de la CEDEAO, en fait. Je dirais peut-être le Mali et les autres États membres de la CEDEAO, parce que le Mali fait partie de la CEDEAO. Souvent, quand on dit le Mali et la CEDEAO, c'est comme si on est sorti de la CEDEAO, alors qu'on est partie prenante de la CEDEAO. On est partie prenante des principes, des valeurs de la CEDEAO. On fait même partie de ceux-là qui ont initié cette communauté économique. Donc, du coup, ceci faisant, aujourd'hui, il est important pour nous, en tant que Mali, de revenir dans cette communauté avec force et avec honneur. Et je pense que la situation de pire qui a été décrite par mon voisin, je pense qu'on n'arrivera pas à ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui, chacun a montré un peu de quoi il est capable, jusqu'où il est prêt à aller. Et ce n'est plus nécessaire d'aller au-delà de ça. Balan Diakité, quelle stratégie pour aboutir rapidement à un compromis à l'issue de cette visite-là? Essayer de rapprocher les perceptions. Essayer de rapprocher les perceptions autant qu'on peut et aussi éviter des discours du type on va s'en sortir, on va s'en sortir. Le Mali n'a pas les moyens. Soyons honnêtes, soyons sincères, soyons pragmatiques. Aujourd'hui, le Mali dépend de l'extérieur. Le balance commercial du Mali est déficitaire. Nous importons plus que nous n'exportons. Okay? Et en plus de cela, nous n'avons pas un tissu économique fort qui peut nous permettre effectivement de soutenir notre économie. À la longue, le Mali ne peut pas tenir. Donc ça, c'est un discours de vérité que nous devons dire à nos autorités et qui doivent entendre cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que le discours que nous devons tenir, c'est amener les partis à la raison, de sorte que nous puissions trouver les voies et les moyens d'une sortie de crise acceptable des deux parties. Sinon, aujourd'hui, le monde, c'est un monde interdépendant. Et ce n'est même pas de l'interdépendance seulement. Nous sommes engagés dans un monde globalisé, un monde mondialisé, où les États sont intégrés, en fait. Il y a une intégration entre les États. Donc, dans ce sens-là, aucun État ne peut vivre en autarcie. Et dans le monde mondialisé dans lequel nous sommes, seuls les grands ensembles arrivent à tirer leur épingle du jeu. Si nous ne voulons pas être, justement, les petits chèvres qui vont se faire manger par des loups, essayons de faire la paix avec nos voisins pour être des loups et participer effectivement au combat de la mondialisation. Professeur Diamontere, en 1 minute 30, si vous êtes le gouvernement de transition, quel serait votre discours aujourd'hui face à la CEDEAO? Si d'abord les priorités, c'est fondamental, il faut parler avec clarté. Dégager les priorités du Mali, c'est fondamental parce que ça doit être la base de la discussion. Parce que même quand les acteurs de la CEDEAO viendront avec une année, c'est en mettant devant des priorités. Donc je mettrai devant mes priorités. Mes priorités qui sont réelles. Ce n'est pas des priorités politiciennes, etc. Non. Maintenant, sur la base de ça, la rencontre entre les différents techniciens permettrait de trouver un consensus et personne ne sera perdant ni gagnant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le véritable problème, c'est quoi? C'est lorsqu'on refuse que les techniciens débattent. Mais lorsque les politiciens, ce sont les politiciens qui doivent débattre, on ne trouvera jamais de solution. Sinon, quand deux techniciens s'assoient, nous savons réellement ce qu'il y en a. Au fait, mais je vais vous dire, vous avez fait référence tout à l'heure à quelque chose. Je vais vous dire, la balance commerciale du Mali... 20 secondes, oui, c'est déjà elle est déficitaire. Mais le Mali a toujours été dans la CEDEAO, mais la balance a toujours été déficitaire. Donc ça, ce n'est pas un fait nouveau. Et donc, on est dans un monde, même si le Mali sortait, on sera dans un monde globalisé. Vous savez, nous ne voulons pas aller dans ce pire-là, mais je dis simplement, je te parle, je suis économiste, en tant que spécialiste dans ce domaine, n'est-ce pas? Je sais de quoi je parle.
Même si on sortait, nous n'allons pas mourir. Mais nous avons intérêt à ne pas sortir. C'est ce que je dis. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots du professeur Abdul Karim Diamoutene que se ferme cette émission du Grand Dialogue de ce soir. À la régie son et vidéo, il y avait Siedou Daou et Mamadi Keita. Les invités étaient Balandja Kité, politologue chercheur, Adam Diko, directrice exécutive de l'AG4, professeur Abdul Karim Diamoutene, économiste. Je suis Mariam Maïga. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.